Le sujet du jour, donc, c'est bien OneDrive, d'accord. Donc, pour parler, en fait, je vais vous faire vraiment une description totale de ce qu'est OneDrive et de la manière dont on l'utilise et la manière dont on peut le paramétrer. Ça, c'est super important. Donc, pour ça, l'idéal, c'est simplement d'aller directement sur mon OneDrive. Enfin, à partir de mon OneDrive, vous allez voir, je vais partager mon écran et vous pourrez voir les divers paramétrages et puis l'utilisation. En introduction, un concept qui est extrêmement important et qu'on n'arrive pas à acquérir nécessairement. Et donc, je redis à chaque fois que je fais une formation, soit OneDrive, soit SharePoint, je redis ce qu'est le cloud, parce que ça, c'est très important. Parce que si on ne sait pas ce que c'est que le cloud, eh ben, on est effrayé à l'idée de travailler soit avec OneDrive, soit avec SharePoint. Donc, qu'est-ce que le cloud? Ce mystérieux cloud, c'est pas si mystérieux que ça. Le cloud, c'est bien des machines, donc ce sont des sales machines avec plein d'ordinateurs et donc plein de disques durs, mais qui se trouvent à l'extérieur de notre entreprise. D'accord? Nous, on travaille avec Microsoft, donc on travaille sur des ordinateurs extérieurs, des serveurs de fichiers, d'accord, qui sont connectés au cloud, donc connectés à Internet, qui sont extrêmement protégés, d'ailleurs qui sont placés dans des endroits secrets un peu partout dans le monde, mais ce sont bien des machines, c'est-à-dire que quand on copie un fichier sur le cloud, ce fichier, il est bien physiquement présent sur une machine à l'extérieur. C'est pas quelque chose d'éthéré. La notion de cloud, c'est bien une machine qui se trouve à l'extérieur de notre entité, de notre entreprise. Donc ça, c'est très important. Ça donne une idée déjà plus matérielle de ce qu'est le cloud. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'est-ce que OneDrive et à quel moment on l'utilise, d'accord? Alors, OneDrive, globalement, c'est une application qui a trois principales fonctionnalités. La première fonctionnalité, c'est elle nous offre la possibilité de sauvegarder, d'archiver nos documents, d'accord, nos documents personnels, à l'extérieur de notre disque dur, de notre ordinateur. Vous savez comme moi qu'un ordinateur, c'est une machine. Une machine, ça tombe en panne. Quand un disque dur tombe en panne, on perd toutes les données, on peut perdre toutes les données qui sont sur le disque dur. Donc, premier élément, le OneDrive, c'est un espace qui nous est offert à chacun individuellement, un espace assez étendu d'ailleurs, puisque c'est un espace de 1 téraoctet, donc ça représente un joli volume de données éventuellement, mais qui est à l'extérieur de notre disque dur et de notre ordinateur. Donc ça déjà c'est super important. Plutôt que d'être obligé de passer par des clés USB ou un disque dur externe ou à l'ancienne graver des DVD, vous voyez ce que je veux dire, bon, ça n'existe plus. Maintenant, on peut effectivement sauvegarder nos données à l'extérieur de notre ordinateur pour s'assurer de ne pas les perdre. Donc ça, c'est le premier point. C'est un support de sauvegarde externe, un support de sauvegarde, évidemment, sur le cloud. Ça, c'est très important. Second point, à partir du moment où c'est sur le cloud et donc sur Internet, OneDrive va nous donner la possibilité, la capacité d'accéder à ces données sauvegardées, à nos données de travail, à partir de l'extérieur même de notre entreprise et même à partir d'un ordinateur qui n'est pas notre ordinateur, d'accord? On est chez on va appeler ça client, on est à l'extérieur, on est chez un partenaire, on n'a pas notre propre ordinateur. Si on nous donne accès à Internet via n'importe quel ordinateur, il suffit de se connecter à son compte Office pour pouvoir accéder à son espace OneDrive et donc pouvoir accéder à nos données sauvegardées sur cet espace OneDrive. Donc c'est très très important, donc ça nous donne la possibilité d'accéder à l'ensemble de nos données sans être obligé de transporter nos données sur un support physique de type clé USB ou disque dur externe. Donc, deuxième intérêt très important. Et puis évidemment, un des intérêts essentiels, c'est qu'on a la possibilité également de partager l'ensemble des documents, un ou plusieurs documents présents sur cet espace-là. Quand je dis partager, c'est partager en mode collaboratif, c'est-à-dire qu'on peut donner accès à notre document à quelqu'un d'extérieur, soit quelqu'un de l'équipe, soit quelqu'un de l'entreprise, soit même quelqu'un d'une autre entreprise complètement extérieure à notre entité, sachant que sur ce partage, on va le voir, on a la possibilité de donner un partage juste en visualisation du document, mais on peut aussi donner la possibilité
à notre interlocuteur d'accéder aux données de notre document et même de modifier éventuellement notre document. Ce qui veut dire qu'à partir d'un même document grâce au partage, on va pouvoir donner la possibilité à une équipe de travailler sur un document unique, d'accord, autour d'un projet par exemple, plutôt que chacun ait sa version d'un document et puis qu'il y ait quelqu'un qui soit chargé ensuite de concaténer l'ensemble. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les trois principaux avantages et les trois principales fonctions de OneDrive. Sauvegarder, donc archiver sur le cloud, permettre d'accéder à nos données à l'extérieur de notre entité, à l'extérieur de notre structure en termes de réseau informatique, etc., à partir de n'importe quel ordinateur et de notre compte Office, et enfin, la possibilité de partager les documents. Donc voilà. Alors, pour ceux qui ont éventuellement vu ma petite présentation sur SharePoint, je le redis aussi ici parce que c'est important, parce que vous entendez tous et toutes parler aujourd'hui de SharePoint comme quelque chose d'essentiel sur le travail collaboratif, sur le partage, ce genre de choses. Alors, quelles vont être les différences entre l'une et l'autre des applications? C'est très simple. SharePoint est vraiment destiné à du travail d'équipe, d'accord? Ça, c'est extrêmement important pour diverses raisons sur lesquelles je reviendrai un petit peu plus tard si vous voulez. Et OneDrive est plus destiné à un travail individuel, d'accord? On va y partager éventuellement un document lorsqu'on prépare un document qui deviendra un document officiel pour une équipe autour d'un projet, par exemple. Mais l'idée de faire un vrai travail collaboratif uniquement avec OneDrive, c'est une idée qu'il faut oublier aujourd'hui, d'accord? Parce qu'on arrive, on peut très vite arriver à saturation de l'espace. Ça, c'est le premier point. Second point très très important, lorsqu'un document est placé sur votre OneDrive, vous en êtes le seul propriétaire, quoi qu'il arrive, d'accord? Si vous donnez le partage de ce document à diverses personnes, ils pourront y accéder, ils pourront éventuellement le modifier, mais vous êtes le seul maître à bord, c'est-à-dire qu'en gros, si vous partez du jour au lendemain, je le souhaite à personne évidemment, évidemment, les notions de partage et les notions de propriété du document sont malheureusement perdues. D'accord? Donc on peut perdre des documents, c'est déjà arrivé. Sur SharePoint, un document appartient au site SharePoint sur lequel il est, d'accord? Donc il n'y a pas un propriétaire unique, et donc évidemment, dans le cadre d'un travail collaboratif, c'est absolument essentiel, d'accord? Donc ça, c'est très important. Tous les documents qui sont sur votre espace OneDrive, vous en êtes les seuls et uniques propriétaires. Et donc, vous êtes les seuls à pouvoir donner des droits éventuellement d'accès à ces fichiers-là. Voilà. Donc voilà, je pense que ça résume bien ce qu'est OneDrive, son environnement, où est-ce qu'il se trouve. Maintenant, on va aller physiquement voir ce qui se passe. Et donc, j'ai scénarisé ça d'une manière très très simple. Je vais vous montrer comment on y accède la première fois. D'accord? On a un ordinateur tout neuf. On nous a donné simplement une adresse mail, vous le savez, et un mot de passe correspondant, sachant que toute adresse mail aujourd'hui donnée par l'entreprise correspond également à un compte Office, d'accord? Puisque OneDrive fait partie évidemment du package Office. Alors, hop, je vais partager. J'ai une petite question, Oui. j'ai une petite question juste pour vraiment éclaircir, parce que pour moi c'est un des problèmes. Alors je pense que tu vas probablement en parler, mais si on n'a pas de connexion internet, Ok. on n'accède pas au OneDrive. Alors, je vais t'en parler et on va parler de la D'accord. Parce synchronisation. que Je vais te parler de tout ça dans un instant. Pour l'instant, d'accord. voilà. Pour l'instant, je vous présente simplement les accès, les divers accès possibles, le type de paramétrage qu'on peut faire. Alors Jean-Marie pose la question essentielle et très intéressante. Est-ce que nos données sont effectivement hébergées en France? Alors, comment dire? J'ai envie de dire oui, globalement, normalement. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où dans le pays, il y a déclaré, en tous les cas par Microsoft, un espace ou plusieurs espaces cloud, c'est-à-dire plusieurs salles serveurs cloud, effectivement, nos données restent en France. Il n'y a pas de raison qu'elles soient hébergées ailleurs. Mais en vérité, c'est un peu plus compliqué que ça.
D'abord parce que, évidemment, ces espaces sont privés et sont tenus secrets en termes d'emplacement. Donc, Microsoft peut nous dire on en a 10 en France, on n'est pas vraiment capable de l'affirmer, puisqu'ils sont secrets, par définition. Donc ça, c'est un premier point. Second point, les technologies de sauvegarde employées par Microsoft, qui sont extrêmement sécurisantes pour nous, nécessitent obligatoirement que nos documents soient clonés, dupliqués. L'explication, elle est simple. Lorsque on se retrouve en Chine et qu'on veut accéder, ou en Australie, à l'autre bout du monde, et qu'on veut accéder à nos données, plutôt que de passer, vous voyez la toile, la toile, c'est un ensemble de machines qui sont interconnectées les unes avec les autres. Donc, si je veux me connecter à un serveur qui est en France alors que je suis en Australie, eh bien, je vais passer nécessairement, le chemin d'accès va passer par X machines. Et plus je passe par des machines, avec des machines qui sont balèzes, qui fonctionnent très bien, puis des machines qui fonctionnent moins bien, suivant le pays que je traverse, suivant le réseau que je traverse. Et donc, ça peut être très paralysant. On peut mettre une plombe, en fait, concrètement, pour accéder à nos données. Pour éviter ça, ce que fait Microsoft, c'est qu'il duplique les données, en fait, sur un certain nombre de serveurs, tous tenus secrets, ce qui fait que la vitesse d'accès à mon fichier, à mes données, se fera aussi rapidement que je sois à l'autre bout du monde ou dans mon propre lieu de travail. D'accord? Donc, en fait, c'est un peu ambigu. C'est-à-dire savoir si effectivement toutes mes données sont bien en France. Normalement, ça devrait être le cas, mais ce n'est pas vraiment le cas. Voilà. Ne serait-ce que pour des raisons techniques. Pour aller encore plus loin, je dirais que c'est encore plus vistard que ça, parce que ce n'est pas les fichiers entiers qui sont dupliqués, ça serait trop simple. Ce sont des morceaux de fichiers via des codages spécifiques qui sont dupliqués sur divers serveurs. Bref, c'est toute une machinerie. Je pense qu'aujourd'hui, on est en droit de nous dire que l'architecture Internet est quasiment un lieu à part entière, donc un pays à part entière, extérieur à toutes les frontières des pays, quoi. C'est un peu comme ça qu'il faut imaginer le truc. Jean-Marie, j'imagine que tu posais la question pour quelque chose de précis ou c'est pour la protection des données ou ce genre de choses? Oui, c'est par rapport à ça et puis par rapport au fait que, voilà, si on travaille sur des sujets défense ou des choses comme ça, enfin, c'est des choses qui peuvent nous être demandées. Donc, je voulais Ok. savoir quoi répondre. Bah, en fait, il faut répondre que Microsoft assure que oui, nos données restent bien en France. Mais le problème, c'est que les technologies sont telles utilisées, on le sait, hein, c'est du RAID, RAID 5 ou ce genre de choses, justement pour sauvegarder les disques durs. Hein. Le principe du RAID 5, c'est qu'il n'y a pas un disque dur avec nos données, il y a plusieurs disques durs qui sont interconnectés, d'accord? Et s'il y en a un qui crame, ben, avec les données restantes sur les autres disques durs, on peut récupérer les données, donc les données ne sont jamais perdues. L'idée, c'est ça, c'est la sécurisation. Maintenant, comment c'est distribué à travers le monde, ben, ça, seul Microsoft est capable de le dire, quoi. Voilà. Ça, je ne peux pas en dire plus sur OneDrive en tous les cas. C'est effectivement, oui, c'est une excellente question, mais qu'on se pose fréquemment, justement, bah oui, pour tout ce qui touche à la défense, tout ce qui touche, et même aux données personnelles. L'utilisation des données personnelles ne se fait pas de la même manière, on le sait, en France que dans les autres pays. Hein. Les droits d'accès aux données personnelles ne sont pas du tout les mêmes suivant le pays dans lequel on se trouve. Donc, effectivement, ce sont des questions qui se posent. Voilà. Je le répète, normalement, l'espace OneDrive, c'est vraiment un espace de travail individuel. On n'est pas dans une logique normalement de travail d'équipe, etc. Et donc de diffusion d'informations. Il faut plus, enfin, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on travaille sur des données spécifiques, bon, voilà. Je peux pas dire mieux, quoi. OK? Ok, merci. OK. Alors, donc je vais partager maintenant donc mon écran. Première chose, alors vous allez me dire si vous voyez. Oui, là normalement. Vous devriez pouvoir voir ça. Alors, que je vais faire. Voilà. Donc,
Bon, bah là, j'ai ouvert un navigateur, tout simplement. C'est pour vous rappeler comment est-ce que on accède à notre compte Office. Bah, vous voyez, c'est pas compliqué. Moi, j'utilise portal.office.com. En gros, hein, moi, c'est l'adresse que j'utilise toujours pour me connecter à mon compte Microsoft. Mais vous pouvez utiliser simplement microsoft.com ou bien enfin, login, etc., etc. Enfin, vous avez plusieurs types d'accès. Moi, j'utilise celui-là. Quand je clique, voilà. J'arrive directement, on me demande directement de me connecter, donc ça vous connaissez. Vous mettez votre login suivant votre mot de passe et vous accédez, hop, et vous accédez, si j'arrive à vous le montrer, des petits problèmes de souris, normalement vous accédez à ça. Voilà. Donc, voilà, donc là je suis dans mon propre compte Office. Comment est-ce que j'accède à la version en ligne de OneDrive? Vous voyez, sur ma barre de navigation ici, j'ai un ensemble d'applications. OneDrive est présent. Si je ne le vois pas présent, ça peut arriver, je peux y accéder en cliquant ici sur le lanceur d'applications. Et là, j'ai vraiment toute la liste de mes applications disponibles, dont OneDrive, d'accord? Et si je clique donc sur mon OneDrive, en ligne, j'arrive bien sur mon espace OneDrive, d'accord? Donc ça, c'est extrêmement simple. Alors, je précise que la première fois, donc normalement, que vous accédez à votre à votre espace Office, on vous donne la possibilité d'installer la suite Office en dur sur votre ordinateur. Lorsque vous lancez l'installation, vous lancez l'installation du package Office et en particulier, vous lancez l'installation de OneDrive en dur sur votre ordinateur. On va voir pourquoi c'est essentiel évidemment de l'avoir en dur sur votre ordinateur. Pour le moment, je vais faire le tour un petit peu du OneDrive en ligne. Donc le OneDrive en ligne, il va me permettre de faire plein de choses. D'abord, je n'ai pas besoin de fait d'avoir l'application lancée sur mon ordinateur pour pouvoir poser dans mon espace OneDrive un certain nombre de fichiers. Il suffit que je fasse du drag and drop, je ne vais pas le faire là, il suffit que je fasse du drag and drop, que je le glisse ici dans mon espace OneDrive pour que bon, bah, il soit automatiquement sauvegardé sur le cloud. Okay, alors, bah, OneDrive, vous voyez, hein, c'est très simple, ça ressemble assez précisément à ce qu'on connaît avec notre gestionnaire de fichiers Windows. Hein. C'est Microsoft. Donc, on a ici les divers dossiers qui sont présents dans mon OneDrive. On les voit. On a ici des fichiers qui sont juste posés dans mon OneDrive. J'ai une petite barre de navigation que vous comprenez très vite. Hein. Accès à mes fichiers, accès à mes fichiers récents, c'est-à-dire les fichiers que j'ai ouverts récemment, éventuellement, ou qui m'ont été partagés récemment, donc ça c'est important. Accès uniquement aux fichiers qui sont partagés, donc ça c'est intéressant. Puis accès à la corbeille, ça aussi c'est très intéressant. Si par mégarde j'ai supprimé un document, eh bien je peux le récupérer tant qu'il est dans la corbeille. Ça c'est aussi intéressant de savoir qu'il y a une sauvegarde pour les manipulations, les mauvaises manipulations que je pourrais avoir. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi ici, vous le voyez, un accès rapide, non pas à d'autres OneDrive, mais à des sites SharePoint. Il faut comprendre que les deux sont intimement liés. En réalité, vous connaissez, je ne sais pas, j'ai un bruit de micro derrière qui est assez... vous pouviez couper les micros. Voilà. Excuse-moi, j'ai un problème de batterie sur mon casque. Ah zut! Bah, si tu peux juste couper ton micro, comme ça on n'entend plus rien. Voilà. Tu veux que j'attende quelques instants ou non? Ça va aller? Je continue? C'est bon, j'arrive. Ah ok, d'accord. Oui, donc voilà, bah, on reconnaît la philosophie. Oui, la philosophie Microsoft, très important. Vous avez ici accès donc à un certain nombre de sites SharePoint. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport entre un site SharePoint et un espace OneDrive? Bah, lorsque vous êtes sur SharePoint, vous voyez cette interface, elle ressemble quand même assez, enfin elle est quand même très proche de ce qu'on trouve dans les bibliothèques présentes dans SharePoint, dans certaines pages SharePoint. SharePoint peut être aussi utilisé hein, pour, on le sait, pour partager des documents. Bah, ça se ressemble, hein, c'est la même philosophie. En réalité, en termes informatiques, OneDrive est un site SharePoint. C'est un mini-site SharePoint, c'est un site qui est très cloisonné,
évidemment, qui est très limité, d'accord, mais c'est bien la même structure informatique qu'un site SharePoint. Voilà, ça c'est intéressant de le savoir. Bref, donc ici j'ai mon espace, donc je vais pouvoir faire tout un tas de choses, rajouter des éléments si je le veux en chargeant. D'accord. Je peux travailler directement sur un document en cliquant dessus. Donc, à partir du moment où c'est un document de la suite Office, je vais même pouvoir l'ouvrir directement en ligne. Je vous donne un exemple. Si je clique sur un fichier Excel, vous voyez, ça m'ouvre directement le document dans la version en ligne d'Excel. Donc c'est quand même vachement intéressant parce que ça veut dire que si je travaille sur du Word, de l'Excel, du OneNote ou ce genre de choses, je vais même pouvoir le modifier sur un ordinateur qui n'est pas le mien, d'accord, même si la suite Office n'est pas installée en local sur cet ordinateur. D'accord, ça c'est vachement bien. Il faut être connecté là. Il faut juste avoir accès à Internet via un navigateur. C'est la seule chose. D'accord, mais ça, c'est dans le cas où, oui, je ne travaille pas sur mon ordinateur, je suis complètement à l'extérieur de mon entreprise et j'accède à mes données via un ordinateur qui n'est pas le mien. C'est un exemple de ce qu'on peut faire. Donc ça, c'est le premier point. Second point, on voit ici que chaque élément est notifié suivant à chaque fois sur une ligne. On voit en particulier quel jour il a été modifié la dernière fois, donc là le 11 juin, le 16 juin, etc. Mais très bien. On voit qui a modifié le document en question. Ça c'est pratique lorsqu'on partage un document, savoir qui est la dernière personne à y avoir accédé. On peut voir la taille du fichier ou le nombre d'éléments qu'il y a dans un des dossiers éventuellement. Et puis, essentiel, on peut voir ici si oui ou non tel document ou tel dossier est partagé. Vous voyez, moi je ne suis pas très partageur, je n'ai rien partagé, je n'ai partagé que cet espace-là. C'est-à-dire je n'ai partagé qu'un dossier en fait, et on voit qu'ici il est effectivement partagé. D'accord. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a un petit bonhomme dans le dossier, je ne sais pas si vous le voyez bien, qui montre qu'effectivement, ce dossier est partagé. Donc, ce qui est vrai en partage ici pour un dossier est vrai, évidemment, si je me mets à partager un document. D'accord? Donc, c'est bien parce que d'un seul coup d'œil, je peux repérer ce qui est partagé de ce qui ne l'est pas dans mon espace OneDrive. D'accord? Donc, quelles sont les possibilités qui me sont offertes pour chacun des documents à partir du moment où je suis en ligne? C'est pas compliqué. Si je veux partager ce document-là, par exemple, je vais le sélectionner. J'ai ici un ensemble d'éléments, un menu qui va me permettre de faire tout un tas de choses. Vous voyez, je peux le renommer, je peux le supprimer, je peux le télécharger en local sur mon ordinateur si je le souhaite. Je peux le déplacer, copier, etc., etc. Premier point très intéressant. Alors d'abord, vous voyez, là, j'ai un menu et puis la suite de menus qui apparaît ici. Et ici, pour chaque élément, j'ai 3 petits points. Et si je clique sur les 3 petits points, j'accède également au même menu. Mais cette fois, dans une petite fenêtre, d'accord, mais avec l'ensemble des fonctionnalités possibles. Alors, je peux l'ouvrir dans le navigateur ou l'ouvrir dans l'application, pour peu que j'ai l'application installée sur mon ordinateur. Voilà. Je peux avoir, si je souhaite, juste un aperçu du document, pourquoi pas. J'ai un aperçu parce que c'est un document Excel. Si c'était un document qui n'est pas de la suite Office, je n'aurai pas l'aperçu. D'accord ? Je vais pouvoir partager le document ou copier le lien. Alors, il y a une différence entre les deux qui est extrêmement simple. Lorsque je partage, je vais donner un accès à ce document à une personne. D'accord. Lorsque cette personne, je lui ai donné l'accès, d'accord, donc normalement, elle va recevoir un mail lui indiquant que tel document a été partagé, et à partir du mail qu'elle a reçu, elle a un lien qui va lui permettre d'accéder directement à ce document. Si ce document a été partagé avec Paul, par exemple, et que 3 semaines plus tard, Paul me dit « Je ne sais plus comment y accéder parce que j'ai perdu le mail que tu m'avais envoyé », alors, comme je sais qu'il est déjà partagé, ce document, j'aurai juste à sélectionner mon document, cliquer sur « Copier le lien », d'accord, et je lui enverrai uniquement le lien, je n'aurai pas besoin de repartager le document pour qu'il puisse accéder à ce fichier. Voilà, c'est la différence entre les deux. Simplement, quand je crée un partage, je crée un lien de partage, et quand je fais copier le lien, je ne peux copier le lien que si un document a déjà été à un accès qui est déjà partagé. D'accord ?
Voilà. Et je peux globalement gérer l'accès. Alors, gérer l'accès, ça veut dire quoi? S'il y a 15 personnes qui ont accès à ce document, plutôt que de reprendre le document et puis de retirer l'accès une par une aux personnes, si je clique sur gérer l'accès, je vais avoir la liste totale des gens qui accèdent à mon document et je vais pouvoir les virer d'une manière plus facile, ou couper à certains les droits d'accès éventuellement si je le souhaite, ou changer le type d'accès aux personnes concernées. Voilà. Alors, télécharger le document, vous le comprenez bien. Là, on est en ligne, donc mon document est en ligne. Il n'est pas sur mon ordinateur. Okay. Si j'ai besoin de récupérer l'élément sur l'ordinateur, je peux le télécharger. C'est aussi simple que ça. Je peux l'imprimer à partir du moment, évidemment, où c'est un document de la suite Office. Parce que sinon, il ne va pas être capable de l'ouvrir. Et s'il n'est pas capable de l'ouvrir, il ne va pas être capable de l'imprimer. D'accord? Ça va de soi. Je peux donc le supprimer, je peux le déplacer éventuellement, c'est-à-dire, si je veux l'emmener dans un autre dossier ou sous-dossier, éventuellement, je vais pouvoir le déplacer. Je peux le copier ce qui veut dire le dupliquer, le copier dans un dossier de sauvegarde, par exemple, j'en sais rien, pour peu que j'ai envie de faire des tests et de le modifier, mon fichier Excel, pourquoi pas. Je peux évidemment le renommer. Et alors, là, je vais accéder aux détails, je vous montre, accéder aux détails, voilà, il me dit c'est de type Microsoft, il n'est pas partagé, alors ça c'est très pratique, vous voyez, il me fait une première, lecture du document. Bon, alors là c'est pas très efficace parce que on voit pas très bien à quoi correspond le document, mais il me fait une prévisualisation du document, pour peu que ce soit un document, encore une fois, de la suite Office, sinon ici il n'y aura rien. Pour un autre type de document. Il me dit qui y a accès, éventuellement. Donc la personne y a accès, mais s'il y avait des accès, je verrai ici la liste des personnes qui y accèdent, l'activité, pas d'activité récente, et puis ensuite, vous voyez combien il pèse, le chemin d'accès, etc., etc. Donc un certain nombre de détails. Automatiser, alors ça, je ne vais pas aller plus loin. Sachez que vous avez la possibilité, comme dans SharePoint, de créer un automate, d'accord, à partir de ces documents. Ça veut dire quoi? Admettons que le fameux test Lucie soit un document qui est partagé entre plusieurs personnes. Je peux créer un automate qui, à chaque fois qu'il y aura une nouvelle version, d'accord, une mise à jour de ce document par quelqu'un de mon équipe à qui j'ai partagé ce document, eh bien, je peux imaginer, par exemple, que mon automate m'enverra un mail ou enverra un mail à l'ensemble des membres de l'équipe pour leur signifier qu'effectivement, ce document a été mis à jour. C'est un exemple d'automate. On peut imaginer plein de choses en termes d'automate. On peut imaginer, je sais pas, envoyer le lien de ce document automatiquement dès qu'il est mis à jour, par exemple, ou dès qu'il est, je sais pas, ou une alerte s'il est supprimé, ou ce genre de choses. On peut imaginer plein de choses. Alors, je vais pas plus loin parce que l'automatisation nécessite d'avoir quelques connaissances sur Power Automate, qui est une autre application dont il faut avoir reçu une petite formation pour pouvoir l'utiliser. Mais vous voyez qu'en termes d'automatisation, on a des trucs un peu particuliers. Alors, on a la possibilité de copier le fichier au format PDF, donc le sauvegarder au format PDF, éventuellement dans OneDrive, éventuellement. Alors, tout le monde n'a pas cette possibilité, il faut le savoir. Nous, on l'a, mais tout le monde ne l'a pas. Ou on peut gérer ce qu'on appelle une validation de la demande, c'est-à-dire quelqu'un qui demande soit à y accéder, par exemple, ou à le modifier, et qui nécessite que le propriétaire qui va recevoir un mail spécifique accepte ou n'accepte pas la demande qui a été faite sur ce document. D'accord? Voilà. Mais ce qui nous intéresse par contre particulièrement, c'est ça, l'historique des versions. Alors ça va vous sauver la mise plus d'une fois. Regardez, j'y retourne, hop. Je ne sais pas s'il y a vraiment beaucoup de versions sur celui-là, on va voir. Voilà, si, vous voyez, il y a quelques versions. Alors, en quoi c'est intéressant? Vous l'avez compris. Quand j'ai créé le document, voilà, c'était le 8 juin, il pesait 24,8 kg, c'est la première version. Puis, je l'ai modifié une première fois le même jour, une deuxième fois, une troisième fois, etc. Il va garder, normalement, il garde, alors suivant les serveurs, entre 250 et 500 versions de votre document. Alors ça, vous allez voir à quel point vous allez l'apprécier à l'avenir. Typiquement avec Excel, si vous partagez des documents Excel, vous allez vite, enfin vous le savez déjà, ça vous est sans doute déjà arrivé,
Excel peut être très fragile pour peu qu'un fichier Excel soit vraiment complexe. Je vous donne un exemple. Vous ouvrez votre fichier Excel, vous le modifiez, et au moment de la sauvegarde, c'est arrivé 1000 fois, vous avez un plantage. D'accord? Vous ne savez pas pourquoi, ça se passe mal, il vous met un message d'erreur, vous sortez de votre document, et quand vous essayez de réouvrir votre document, il vous dit « Ah, je suis désolé, j'arrive pas à le lire. » D'accord? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, c'est l'horreur. Mais ça arrive. C'est arrivé chez nous, là, il y a une semaine. Bon, ben là, on a cette chance-là. On va pouvoir éventuellement rapatrier, vous voyez, un document qui possède une version antérieure. D'accord? Vous voyez, c'est simple, restaurer. À partir du moment où vous restaurez cette version, vous récupérez le document dans une version antérieure, d'accord? Ou bien imaginez quelqu'un, je ne sais pas, qui ouvre le document et puis qui fait une erreur de manip, qui supprime littéralement tout le contenu de votre document. Vous voyez l'horreur. Donc cette personne va vous appeler en pleurs, en vous disant « Oh là là, c'est horrible, c'est terrible, etc. » Bon, ben voilà, vous savez que vous allez pouvoir récupérer la précédente version du document et que, évidemment, votre document ne sera pas perdu. D'accord? Donc, je ne sais pas si vous imaginez la qualité de cette fonctionnalité qui est absolument essentielle. Normalement, vous ne pouvez plus perdre de documents. D'accord? Donc voilà. Donc là, voilà, j'ai fait un petit peu le tour des possibilités que vous avez évidemment en ligne. Évidemment, il y en a une exprès que je n'ai pas abordée, c'est la synchronisation. D'accord? Alors, qu'est-ce que la synchronisation? Alors là, hop, ce que je vais faire, c'est que je vais... Voilà. Excuse-moi Nicolas, Oui. sur la partie des versions, est-ce qu'il faut avoir une configuration d'enregistrement automatique c'est indépendant de... C'est automatique. En fait, ça, c'est géré en amont par l'administrateur Office 365 de l'école. D'accord? Ou le bocal, parce que normalement, c'est même le bocal qui crée les stratégies. En gros, c'est systématique et automatique. Alors, en même temps, c'est génial, évidemment, hein, parce que tu imagines que pouvoir récupérer comme ça ton document, donc ça, c'est absolument super. Normalement, avec cette stratégie, il y a quand même une stratégie supplémentaire qui va avec, à savoir le temps où on garde en mémoire ces documents. Quand ce sont des documents de travail classiques, il n'y a pas de souci. Mais si ce sont des documents avec des données individuelles, évidemment, il faut mettre aussi en place, on n'a pas le droit de garder des données individuelles, on le sait, plus de tant de temps. D'accord? Alors, je crois, pour certains documents, je pense qu'on est à 5 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, les historiques vont commencer, tu vois, à supprimer du plus ancien vers le plus récent, au fur et à mesure. Ce qui est logique, pour éviter d'encombrer, c'est pas la peine de garder non plus 25 ans d'historique d'un même fichier, bon, normalement. Et puis, pour tout ce qui touche à l'individuel, normalement, c'est 2 ans, puisque c'est le temps obligatoire. Alors, je dis bien normalement, je ne suis pas dans les petits papiers des stratégies du bocal, donc je ne sais pas exactement ce qu'ils ont mis en place, mais il me semble qu'ils ont mis ça en place. C'est-à-dire que tu ne peux pas garder des données individuelles plus de 2 ans, ce qui est une obligation légale. Voilà. À quoi sert la synchronisation? La synchronisation, elle est extrêmement simple. Synchroniser, ça veut dire cloner littéralement, copier littéralement, mais avec un clonage actif, et non pas passif, on va voir quoi, hein, cloner l'ensemble des documents qui sont présents sur le cloud et les cloner en local sur mon ordinateur. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les documents qu'on voit ici, à partir du moment où la synchronisation... On voit plus ton écran. Hein. Ah, pardon. Hop, j'y retourne. Oui. Voyez-moi. Voilà. OK. Donc, la synchronisation, à partir du moment où je lance une synchronisation, on va voir ensuite comment la gérer, parce que je peux ne pas avoir envie de tout synchroniser, évidemment, de ce qui est présent sur mon OneDrive. Mais à partir du moment où je lance de la synchronisation et que je synchronise un certain nombre d'éléments, les éléments que j'ai choisi de synchroniser vont être copiés littéralement, clonés littéralement sur mon ordinateur, en local sur mon ordinateur. D'accord? Évidemment, pour que ça puisse fonctionner, il faut que OneDrive ait été installé sur mon ordinateur. Alors, on y vient.
Voilà, hop, donc ça, je vais refermer ça. Voilà, ça c'est mon bureau. Comment vérifier que OneDrive est bien présent et lancé, ça c'est très important sur mon ordinateur, c'est pas compliqué, vous savez, soit ici, sur la petite flèche, vous voyez les diverses applications actives, soit directement ici, sur la barre votre barre de navigation, comment dire, Windows, vous avez le OneDrive, vous voyez, avec le petit logo OneDrive qui est présent. Si je clique dessus, voilà, il me met OneDrive est à jour. Ce qui indique bien que toutes les synchronisations ont eu lieu. Et surtout, ça me montre que OneDrive est actif. Je peux arrêter la synchronisation si je le souhaite, hein, c'est pas compliqué. Là, cette fois, je clique avec le bouton droit de ma souris sur le logo. Vous voyez que j'ai un ensemble, un petit menu qui apparaît. Et je peux effectivement fermer OneDrive. Si je veux totalement m'isoler, potentiellement, pourquoi pas. Ou si je ne veux plus utiliser OneDrive. Bon. Toujours est-il que lorsque j'installe pour la première fois ma suite Office, d'accord, alors hop, voilà ce qui se passe sur mon disque dur. Je crée ma suite Office, vous connaissez, gestionnaire de fichiers, l'ensemble des fichiers présents sur, enfin des dossiers déjà présents sur mon disque dur, mon disque C, etc. J'ai même un petit disque externe. Et vous savez que lorsque vous installez pour la première fois la suite Office professionnelle, celle qu'on a, vous avez un OneDrive, un dossier OneDrive à part entière qui apparaît, d'accord, avec marqué OneDrive et normalement tiret et le nom de votre école. Alors, faites très attention parce que lorsque on installe Windows sur un ordinateur vierge, il y a également un autre espace OneDrive, mais qui est un espace OneDrive qui n'est pas professionnel, qui est le OneDrive par défaut de Windows. Donc, il ne faut pas les confondre. Vous voyez, moi, pour éviter de les confondre, j'ai même carrément viré l'autre OneDrive. Normalement, d'après ce que j'en sais, normalement, lorsque le bocal... Normalement, lorsqu'il crée un nouvel ordinateur, automatiquement, il vire l'ancien OneDrive, qui est un OneDrive, on va appeler ça amateur, d'accord, qui ne possède pas les mêmes possibilités, les mêmes facultés que le OneDrive professionnel. Donc ça, c'est déjà très important. Votre OneDrive professionnel, vous le reconnaîtrez toujours parce qu'il y a marqué OneDrive- et le nom de votre entreprise. D'accord. D'ailleurs, juste en passant, vous voyez qu'au-dessus, donc Ionis Corporate, puisque nous, on était Ionis Corporate, vous voyez que j'ai un autre petit logo avec marqué Ionis Corporate, donc un autre espace un peu mystérieux. Eh bien, sachez que cet espace-là, c'est mon espace de synchronisation SharePoint. Ça fonctionne de la même manière. Si je suis dans SharePoint et que je veux synchroniser, c'est-à-dire copier comment dire, en local un ensemble d'éléments qui sont présents sur SharePoint, si je les veux sur mon ordinateur pour pouvoir travailler dessus éventuellement, eh bien je peux le faire exactement comme pour OneDrive. D'ailleurs, le moteur de synchronisation, le moteur informatique de synchronisation est le même pour OneDrive et pour SharePoint. C'est-à-dire en gros que si mon OneDrive n'est pas lancé sur mon ordinateur ici, je ne pourrai pas synchroniser ni OneDrive ni SharePoint. Voilà, ça, il faut le savoir. OK ? Alors, en quoi consiste la synchronisation? Comme je le disais, vous l'avez vu il y a un instant, je vous le remontre. Hop, voilà. Ça, c'est mon disque dur. C'est mon espace OneDrive. Vous voyez mes documents, etc. Ça, c'est mon espace OneDrive en ligne, d'accord? Donc, sur le cloud. OK ? Et ici, c'est mon espace OneDrive, donc synchronisé sur mon disque dur. Si je clique dessus, vous voyez, je retrouve exactement les mêmes dossiers. Pas tout à fait, on va voir dans un instant, les mêmes dossiers, et je retrouve mes fichiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mes documents ici, ils sont bien présents sur mon disque dur. Pas tout à fait, encore une fois, et je vais vous montrer pourquoi. On y revient dans un instant. Mais de base, je vais vraiment dupliquer en dur sur mon ordinateur l'ensemble de mes dossiers et de mes documents. Alors, pourquoi c'est intéressant? Justement, je dois, par exemple, voyager, je dois prendre l'avion, je n'ai pas de Wi-Fi, ou le train, je n'ai pas de Wi-Fi, d'accord, mais j'ai besoin de travailler pendant mon temps de déplacement sur mes documents. Je les ai donc rapatriés en dur sur mon ordinateur. Okay, donc, je suis bien là sur mon disque dur de mon ordinateur, je clique sur mon document, par exemple mon fameux test Lucie. Cette fois, vous voyez, il lance en local le document en question.
je peux travailler dessus comme je le souhaite, je vais faire les modifications qui m'importent. Ok, je vais, alors là je suis en enregistrement automatique, mais je peux le sauvegarder hein, comme tout document. Très bien. Mon document est donc sauvegardé. Ok. Ce qui se passe, c'est qu'évidemment, ce test Lucie, à partir du moment où je l'ai modifié, moi, en local sur mon ordinateur, ça n'est plus le même qui se trouve être en ligne, évidemment, puisque je ne suis pas connecté. Le truc, c'est que la prochaine fois que je vais me connecter, c'est-à-dire quand je vais retourner à mon bureau, par exemple, et que de nouveau, je vais avoir accès à Internet, d'accord, à partir du moment où je suis connecté, automatiquement, s'il est lancé, et c'est pour ça qu'il faut qu'il soit lancé dès qu'on ouvre l'ordinateur, je vous montrerai les paramétrages dans un instant, à partir du moment où OneDrive est lancé, automatiquement, il va tester l'ensemble des documents qui sont sur mon disque dur, il va les comparer à l'ensemble des documents correspondants qui sont en ligne, d'accord, et il va les synchroniser, c'est-à-dire qu'il va regarder quelle est la dernière version du document, d'accord, quelles sont les modifications qui ont été réalisées, et il va mettre à jour le document à distance, dans un sens et dans l'autre. Imaginons que le fameux test Lucie, c'est un document que j'ai partagé avec divers collaborateurs. D'accord ? Moi, je prends l'avion, je suis déconnecté, très bien, et pendant ce temps, mes collaborateurs modifient ce document. Donc le document, moi, que j'ai à jour en local sur mon ordinateur, enfin que j'ai sur mon ordinateur, n'est pas à jour, puisque la version en ligne a été modifiée par mes collaborateurs. Dès que je vais me reconnecter, automatiquement, il va y avoir un test et une comparaison entre les deux fichiers, c'est-à-dire celui qui est en ligne et celui qui est chez moi en local, et les modifications qui ont été effectuées pendant que moi je n'étais pas là, concrètement, vont être synchronisées, c'est-à-dire mon fichier en local va être mis à jour par rapport aux modifications qui ont été réalisées par mes collaborateurs pendant que je n'étais pas là. Dernier point évidemment essentiel, et qu'est-ce qui se passe si vous êtes déconnecté, vous de votre côté vous modifiez le document, et vos collaborateurs de leur côté modifient également le document. D'accord ? Eh ben, c'est tout le génie, on va dire, de Microsoft et de la synchronisation de Microsoft, à savoir que il va d'abord regarder véritablement dans le document quelles sont les lignes, les mots, les éléments qui ont été modifiés, d'accord ? Soit il va concaténer, d'accord ? C'est-à-dire qu'il va prendre les changements de l'un pour le mettre dans le fichier de l'autre, et les changements de l'autre pour les mettre dans le fichier de l'un. D'accord ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'en gros, il va concaténer et il va faire en sorte qu'il n'y ait qu'un seul document global avec toutes les modifications qui ont été effectuées. Donc ça déjà c'est beau. Et alors évidemment, dernier cas, c'est le cas extrême. Et que se passe-t-il si deux personnes ont modifié exactement le même mot ? Hein, par exemple, je sais pas, il y avait marqué rouge, il y en a un qui a dit ah ben non, ça serait bien vert, et il y en a un autre qui a dit ah ben non, ça serait mieux bleu. D'accord ? Eh bien, en fait, à ce moment-là, Microsoft va se rendre compte qu'il y a un problème, et cette fois, il va envoyer un mail au propriétaire du document, et il va demander au propriétaire du document de choisir quelle est la bonne modification. D'accord ? Donc, on ne peut pas perdre d'éléments de changement. D'accord ? Un changement ne va pas, comment dire, effacer le changement de l'autre, sous prétexte qu'il y en a un ou les deux qui étaient déconnectés au moment des changements. D'accord ? C'est-à-dire qu'on a toujours une totale cohérence et sécurité dans les modifications de fichiers. Est-ce que c'est bien clair, ça, ce que je viens de vous raconter ? Et même, si le document est modifié comme ça par un collaborateur, etc., est-ce que ce sera fait en mode révision ou pas? Pas forcément. Ah bah, on ne pourra pas savoir quel que soit le mode de document, en fait, quel que soit Oui. quel que soit le mode de révision, ça n'a rien à voir. Là c'est juste la synchronisation, c'est-à-dire le document est modifié, quel que soit son type de modification, cette modification sera rapportée au document en local de chacun des interlocuteurs d'ailleurs. Parce que, admettons qu'on ait une équipe de 5, on a un document qui est en ligne, qui est partagé, d'accord ? Et chacun travaille sur le même document et chacun a synchronisé ce document sur son ordinateur. Parce qu'on peut faire ça, d'accord ? Eh bien, chacun aura bien la dernière version et la même version unique de ce document. Voilà. Donc, quel que soit le type de modification.
D'accord? Voilà. Donc, voilà vraiment ce que c'est que la synchronisation. La synchronisation consiste à laisser, comment dire, à garder une seule version unique d'un document et à prendre en compte les modifications, que ce soit des modifications qui ont été réalisées à distance ou en local, et que ce soit des modifications qui ont été modifiées, qu'on soit en ligne ou qu'on ne soit pas en ligne. Voilà. Tout ce qu'il y a à savoir, c'est au moment où je me reconnecte sur le réseau, automatiquement, si OneDrive est lancé sur mon ordinateur, automatiquement un test est fait sur l'ensemble de mes documents pour savoir quels sont les documents qui ont été modifiés et quelles sont les mises à jour nécessaires pour qu'il n'y ait jamais qu'une seule version de chacun des documents. C'est ça qui est essentiel. D'accord ? Alors, pour continuer, maintenant, ce que je vais vous montrer, évidemment, en local, quel est le paramétrage de OneDrive, parce que ça, c'est important. Donc, voilà. Alors, on voit que il y a 6 minutes, parce que j'ai ouvert en local le test Lucie, il a fait une synchronisation. Alors, il n'y a pas eu de modification, mais il a bien fait la synchronisation. C'est-à-dire qu'il a testé ce document, il s'est bien rendu compte que ce document, je l'avais ouvert en local, et donc il a testé pour voir si le document en ligne était bien le bon document. Très bien. Alors, quand j'ouvre, donc pour ça, hein, j'y retourne, l'icône ici, je clique avec le bouton gauche de ma souris, j'ouvre donc cette fenêtre OneDrive. OneDrive est à jour, très bien, ça veut dire que je ne suis pas en cours de synchronisation. J'ai 3 possibilités. Ouvrir le dossier, si je clique sur ouvrir le dossier, il va m'ouvrir en local mon dossier où se trouvent tous mes documents OneDrive, très bien. Si je clique sur afficher en ligne, je vais le faire. Voilà, hop, il m'ouvre mon OneDrive sur la version en ligne. Il m'ouvre un onglet sur mon navigateur avec mes divers documents. Très bien. Hop, j'y retourne. Et puis, aide et paramètres. Alors, c'est là qu'on va aller. Si je clique sur paramètres, aide et paramètres, de nouveau, je peux ouvrir mon dossier OneDrive en local. De nouveau, je peux ouvrir, en ligne, pardon, ici, ou en local, très bien. Je peux afficher en ligne, très bien, c'est pas un problème. Je peux arrêter la synchronisation éventuellement. Je peux gérer le stockage, on va voir ça dans un instant. Pour l'instant, je vais cliquer sur paramètres. Voilà le paramétrage. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans le paramétrage? Premier onglet, on a un certain nombre d'options. Alors, les options générales, vous allez vite les comprendre. Là, par défaut, le premier est coché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que j'allume mon ordinateur, automatiquement, OneDrive se connecte et se lance. D'accord? Moi, je conseille évidemment de le laisser là. Comme ça, vous n'avez pas à vous poser de questions sur la synchronisation. Vous allumez votre ordinateur, OneDrive se lance automatiquement et vous savez que la synchronisation se fera. Premier point. Deuxièmement, suspendre automatiquement la synchronisation lorsque cet appareil est en mode économiseur de batterie. Alors vous voyez, par défaut, c'est coché. Ça veut dire quoi? Si vous êtes effectivement en déplacement et que vous n'êtes pas connecté, il faut savoir que la synchronisation, elle se fait d'une manière régulière, elle prend de l'énergie et elle risque évidemment de précipiter votre perte d'énergie en termes de batterie. Ça serait un peu dommage. Donc c'est bien de dire, si jamais je ne suis pas connecté, c'est-à-dire que je suis en démonstration par exemple, si je ne suis pas connecté électriquement, c'est mieux qu'il n'y ait pas de synchronisation pendant ce temps-là, par exemple. Suspendre automatiquement la synchronisation lorsque cet appareil utilise une connexion réseau limitée, ça aussi, la synchronisation, ça peut prendre beaucoup de bandes passantes. Si vous êtes au fin fond de la Creuse, j'espère que personne ne vient de la Creuse, sinon je vais me faire engueuler encore, voilà, et que vous vous retrouvez avec une mauvaise connexion, ça peut être très très vite, très très agaçant de ne plus avoir accès sous prétexte que la synchronisation se met en marche régulièrement. Donc c'est bien aussi de laisser cocher cet espace-là. Ensuite, sur les notifications, alors là, les traductions françaises, elles sont quand même plus que moyennes, mais en gros, on comprend ce que ça veut dire. En termes de notification, je veux recevoir une notification si j'ai supprimé sur mon PC beaucoup d'éléments et qu'il risque d'être supprimé sur le cloud. N'oubliez pas que vous avez une vraie synchronisation. C'est-à-dire que si dans votre espace OneDrive en local, vous supprimez un document, ce document va être supprimé, si la synchronisation existe, ce document va être supprimé également sur le cloud. A contrario, si vous êtes sur le cloud et que vous supprimez un document en local, en ligne sur le cloud,
d'accord, il sera également supprimé en local sur votre ordinateur. On a une vraie synchronisation. Donc ça, c'est très important, il faut être prudent avec ça. Donc, excuse-moi, oui. Nicolas, et la corbeille, alors, elle sert à quoi? Ah bah la corbeille, elle sert à récupérer un document qui a été effacé. Et ça, c'est synchronisé ou pas? Alors, en fait, oui, c'est pareil. C'est-à-dire que, en fait, en gros, si tu supprimes un document et que tu es en ligne, eh bien, le document supprimé, tu pourras le restaurer en ligne. Il sera dans la corbeille en ligne. Si tu es sur ton ordinateur en local et que tu supprimes un document en local, il sera dans ta corbeille en local. Et tu pourras le restaurer à partir de ta corbeille en local. D'accord? D'accord, entendu. Ok. Alors, j'ai envie de dire, ça va un petit peu plus loin. Sachez, je ne sais pas si je devrais vous le dire, je vais me faire disputer par le bocal, mais sachez que même lorsqu'on a supprimé de la corbeille des éléments, normalement, on peut quand même les récupérer. Enfin, en tous les cas, le bocal est censé pouvoir les récupérer malgré tout. Voilà. Mais les embêtez pas toutes les 2 secondes avec ça parce qu'ils ne vont pas être contents, puis ils finiront par vous dire, bah non, on ne le fait plus, quoi. Bref. Au cas où, bref. Donc, c'est bien de recevoir une notification si jamais, effectivement, il y a beaucoup de fichiers d'un seul coup. Oui, le truc idiot, hein. J'ai un dossier rempli de fichiers, j'ai appuyé sur supprime. Là, je vais recevoir une notification qui va me dire, est-ce que tu es bien sûr de vouloir tout supprimer? Parce que là, ça fait quand même beaucoup d'éléments. Donc, c'est une sécurité supplémentaire éventuellement. Et puis recevoir ou non une notification lorsque la synchronisation s'interrompt. Alors, quand est-ce qu'elle s'interrompt? Il faut savoir, il y a le mythe de « Ah non, mais la synchronisation, ça ne marche pas ». C'est pas vrai. Il y a 5 ans, lorsqu'on a commencé vraiment à déployer Office 365, on a rencontré des problèmes de synchronisation, c'est clair et net. Je vous le dis comme je le pense, Microsoft a pris une habitude depuis à peu près 35 ans qu'ils existent ou plus, à savoir qu'ils utilisent, à chaque fois qu'ils sortent une nouvelle application pour être sur le marché, ils lancent l'application même alors qu'elle n'est pas complètement testée ou complètement débuggée. Ça arrive depuis toujours, ça a toujours été la méthode Microsoft, c'est-à-dire qu'ils ont la base de bêta-testeurs la plus grande du monde, n'est-ce pas? Et donc, effectivement, lorsqu'une nouvelle application apparaît, il peut y avoir des problèmes techniques, etc. Ça nous est arrivé il y a quelques années. Je peux vous assurer que ça fait au moins 2 ans, 2 ans et demi qu'il n'y a plus ces problèmes-là de bugs de synchronisation. Tous les problèmes de synchronisation qui existent, on y trouve toujours une solution logique qui n'a rien à voir avec la partie informatique du moteur de synchronisation. Donc ça, c'est fait pour vous rassurer normalement, et c'est moi ce que je constate réellement, hein. Donc simplement, quand est-ce que la synchronisation peut s'interrompre? Soit parce que d'un seul coup, vous avez une coupure de réseau, soit parce que d'un seul coup, vous êtes en mode économiseur de batterie, soit parce que votre réseau, d'un seul coup, vous avez basculé en Wi-Fi, par exemple, d'un réseau clean à un réseau pas clean. Voilà. Là, dans ces cas-là, vous recevez une notification vous indiquant qu'effectivement, la synchronisation va s'interrompre. Enfin, et ça c'est un point très intéressant qu'on ne connaît pas nécessairement, vous voyez, pour moi il est coché, libérer de l'espace et télécharger des fichiers lorsque vous avez besoin de les utiliser. Alors je vous montre concrètement ce que ça veut dire. Rappelez-vous, tout à l'heure je vous montrais en local, vous voyez, là je suis sur mon gestionnaire de fichiers, mes documents, d'accord? Et puis vous remarquez qu'en termes de statut, il y a tout un tas de trucs. Alors en fait, il existe normalement 3 statuts différents. Le statut check. Alors, le statut check, ça veut dire que ce document, celui-là, ils sont bien à jour sur mon ordinateur, d'accord? Ils sont bien synchronisés, ok? Et ils sont bien présents en dur sur mon disque dur, ok? En revanche, celui-ci, vous voyez, il y a un petit nuage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce fichier, ce que je vois, c'est le nom du fichier. En revanche, il n'est pas copié en dur sur mon ordinateur, ok? Il existe, il est à distance sur mon espace cloud, mais je ne l'ai pas rapatrié sur mon ordinateur. Alors, à quoi ça sert? Imaginez que vous ayez votre disque dur local, donc sur votre ordinateur qui sature, parce que vous avez énormément de documents et que, voilà, pour pouvoir gagner de l'espace, pour éviter justement comment dire, bon, j'ai plus le terme, mais pour éviter que votre... Saturer, merci. C'est ce que je cherchais. Pour éviter de saturer votre espace sur votre disque dur, eh bien, il vous propose simplement d'accéder, si vous en avez besoin, à vos documents,
Mais si vous n'en avez pas besoin, c'est-à-dire que si vous ne les utilisez pas d'une manière usuelle et fréquente, eh bien à ce moment-là, il supprime physiquement le fichier de votre disque dur, donc il ne prend pas de place sur votre disque dur. Par contre, vous pouvez y accéder dès que vous en aurez besoin. Typiquement, test récup lien, si je double-clique dessus, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, on ne le voit pas ici, si, il le télécharge, le document, et hop, le voilà, qui est apparu. D'ailleurs, si je referme maintenant l'élément, on voit que... Là, il faut être connecté, par contre. Et là, il faut être connecté. Ça, c'est la problématique. Il faut être connecté. Ben oui, pour pouvoir le télécharger. Si je suis déconnecté et que j'essaye d'accéder ici, par exemple, à mon dossier formation, c'est mort. Je ne pourrai pas le rapatrier puisque je ne pourrai pas télécharger. Pour le télécharger, il faut que je sois connecté. D'accord? Donc, en gros, ça veut dire quoi? À partir du moment où j'ai coché cette option-là, j'y retourne, paramètres. Hein, à partir du moment où ici, j'ai coché ici, il faut que je comprenne bien ce que ça veut dire. Et il faut que je sois conscient du fait que si jamais je prévois un déplacement où j'aurai besoin d'accéder à certains de mes documents, il faut, et que je n'ai pas le réseau, il faut bien que je pense avant à rapatrier les documents dont j'ai besoin. Sinon, autre possibilité, c'est simple. Si je décoche ici, je n'ai plus ce qu'on appelle les fichiers à la demande, c'est-à-dire que tous les fichiers qui sont sur mon, sur mon OneDrive vont bien être rapatriés en local sur mon disque dur. D'accord? Bon, moi, je ne le fais pas parce que... OK? Alors, on va voir que malgré tout, on peut aussi faire un tri. Alors, on va voir comment. Alors, je continue sur le paramétrage. Les comptes, le compte. Bon, le compte, c'est assez facile. Gérer le stockage, supprimer le lien vers le PC. Vous voyez, c'est assez intéressant parce que ça, c'est le moteur de synchronisation. Et on voit bien que j'ai ma synchronisation version OneDrive ici. Et storage, espace ENT, c'est de la synchronisation, mais qui ne vient pas de OneDrive, qui vient de SharePoint. C'est-à-dire que c'est ici que je vais voir la totalité des synchronisations que je réalise si je synchronise également des sites SharePoint. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est d'abord, je peux arrêter spécifiquement une synchronisation. Si je ne veux plus synchroniser, par exemple, un espace SharePoint, je vais cliquer sur « Arrêter la synchronisation ». Je ne le fais pas, mais je peux le faire. Et puis, ce qui est intéressant et essentiel, par exemple pour OneDrive ici, c'est choisir les dossiers que je décide de synchroniser. Alors, je le montre. Je clique ici. Il me montre la liste totale de tous les fichiers et documents qui sont présents sur mon OneDrive. Et c'est moi qui vais décider ce que je synchronise et ce que je ne synchronise pas. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ça veut dire que non, je ne suis pas obligé de tout synchroniser. Et oui, je peux bien utiliser mon OneDrive uniquement pour faire de l'archivage et non pas pour faire de la synchronisation. Donc ça, c'est intéressant. Donc, si je décide que formation, par exemple, je ne veux plus le synchroniser, je clique évidemment sur document, il le marque. Si vous marquez ces dossiers sur votre PC, les fichiers resteront sur OneDrive, mais ne seront pas disponibles sur ce PC. D'accord? D'ailleurs, tous les éléments dans ce dossier seront supprimés du PC, carrément. Du PC, mais pas évidemment de la version en ligne. Donc, c'est bien ici que je vais définir ce que je souhaite synchroniser. Et même dans un dossier, par exemple, dans le dossier application, je vois que j'ai un sous-dossier. Si je veux, et dans mon sous-dossier, j'ai des documents. Si je veux, si je ne veux pas avoir ces documents-là, si je ne veux pas les synchroniser, je peux les sélectionner individuellement. Et je vais bien synchroniser application, Microsoft Form, test, mais pas les autres documents. D'accord ? Voilà, donc c'est bien ici que je vais préciser ce que je veux ou non synchroniser. J'annule. Gérer le stockage, hop, ça vous ramène un métrique de stockage. Alors ça peut être intéressant parce que ça vous dit en fait en pourcentage l'espace. Vous voyez, c'est comment dire, c'est une espèce d'analyse en fait de votre de votre espace OneDrive. Alors vous allez voir que c'est assez intéressant. D'abord, il vous dit l'espace libre, donc ça c'est toujours intéressant de savoir. Les documents, normalement c'est la plus grande partie, mais vous vous rendez compte qu'il y a tout un tas d'éléments qui sont totalement cachés, d'accord, mais qui prennent chacun un petit peu d'espace.
des liens de partage, par exemple, le style librairie, ce sont vraiment des éléments informatiques pour votre OneDrive, etc., ou une liste. La liste, c'est l'ensemble des éléments présents, etc., etc. Alors, vous voyez, c'est assez obscur, vous n'avez pas besoin de savoir. Ce qui vous intéressera toujours, c'est vos documents, combien ils pèsent, et est-ce qu'on est en train de saturer. Vous imaginez que moi, en termes de quota, ça va, je suis à l'aise, hein, je suis large, on va dire. Mais bon, c'est bon de le savoir. OK ? Alors, ensuite, ah oui, alors ce qui est intéressant aussi pour OneDrive, si vous avez plusieurs comptes, potentiellement plusieurs comptes Office, bon, c'est pas vraiment le cas, moi c'est mon cas, mais c'est pas vraiment le cas, vous avez la possibilité, en fait, moi par exemple, j'ai un compte dans chacune des écoles, vous imaginez. Bon, alors évidemment, tous mes comptes ne sont pas actifs et je les utilise pas tous, mais si j'avais l'intention de rapatrier tous les documents que j'utilise dans chacune des écoles, je pourrais le faire à partir d'une seule synchronisation, vous voyez, en rajoutant des comptes éventuellement. Alors, sauvegarde. Alors, la sauvegarde, ça aussi, c'est très intéressant. J'ai la possibilité de sauvegarder plus que simplement les éléments qui sont dans mon OneDrive. Vous voyez ? Par défaut, vous savez très bien, vous avez d'autres dossiers ici, dont le dossier document, le dossier image, que vous utilisez, ou non d'ailleurs, hein, sur votre PC, en local. Ça, ce sont vos documents à vous. Puis, en fait, ça fait longtemps que vous travaillez sur votre espace document, vous avez beaucoup de documents et vous voudriez aussi qu'ils soient archivés. Ben, regardez, vous allez dans sauvegarde, gérer la sauvegarde, et ici, vous allez pouvoir cocher, vous voyez, le bureau, les documents et les images. Vous n'êtes pas obligé de tout cocher, n'est-ce pas, hein. À partir du moment où vous le faites, hop, alors par exemple, je vais faire image, 2 mégas, bon, hein, vous démarrez la sauvegarde, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voilà, hein, afficher la point 1, bon, accéder au fichier 1, alors je ne sais pas si ça vaut le coup. Bon, vous voyez, ça a été assez rapide, hein, 4 secondes. OK. Et si je vais désormais sur une version en ligne, hop là, ici, normalement, je devrais trouver... Où est-ce que c'est? Oui, là, il faut peut-être que je le rafraîchisse, on va voir. Mais je devrais trouver... Voilà, vous voyez, mon dossier image a été sauvegardé. Vous voyez l'intérêt? Voilà, ça peut être très pratique. Et là, on rentre dans une logique, une nouvelle logique de synchronisation aussi. J'ai bien géré une sauvegarde, cette fois, de mon disque dur local, hein, de mes documents ou bien de mes images. Là, moi, j'ai fait que les images. OK ? Ensuite, réseau, j'ai envie de dire, vous n'êtes pas obligé de vous embêter avec ça. Aucune limitation par défaut. En fait, c'est vraiment lorsque vous avez des problèmes de réseau et que vous voulez faire en sorte que votre bande passante ne soit pas saturée, vous pouvez effectivement limiter éventuellement les taux d'utilisation de votre comment dire, réseau. Bon, c'est pas plus intéressant que ça, mais bon, sachez que ça existe. Et Office ici. Alors, en fait, ce qui nous intéresse, c'est pas tellement utiliser les fichiers Office en même temps que d'autres personnes en synchronisant les fichiers avec Office. D'accord ? Ça, c'est, il vous spécifie que ce sont bien les applications Office, c'est-à-dire les applications en ligne qui seront utilisées par défaut, on va dire, lorsque j'ouvrirai un document en ligne qui est synchronisé, c'est-à-dire sur la version en ligne. Bon, ça vous empêchera jamais d'ouvrir des documents Word ou Excel avec une version en local, éventuellement, même à partir d'un document en ligne. Bon, enfin, sachez que par défaut, voilà, c'est coché. Non, ce qui nous intéresse plus, c'est plutôt ça, conflit de synchronisation. Ben oui, qu'est-ce qu'un conflit de synchronisation ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la fameuse question qui va vous poser. Est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu choisis en fait lorsque un même mot, par exemple, un même chapitre a été modifié sur deux documents? Est-ce que tu veux, et là, il vous laisse la possibilité donc de choisir. Moi, je laisse par choisir parce que choisir, ça veut dire que je vais recevoir une notification et je vais voir physiquement ce qu'il y a à faire et c'est moi qui vais choisir. Sinon, il donne la possibilité, en fait, de créer 2 versions du document. Évidemment, moi, c'est pas ce que je préconise, parce qu'avec 2 versions de document, le problème, c'est qu'on risque de très vite ne plus savoir quel est le bon document, celui qui est à jour, surtout si on travaille à 15 dessus. D'accord ? Voilà. Et puis, bon, à propos d'eux, pas très intéressant. Voilà.
Donc là, je pense qu'on a vraiment fait le tour de tout ce qu'il y avait à savoir sur OneDrive. Moi, ce que je vais vous dire, c'est si jamais, donc évidemment, si vous avez d'autres questions, Valérie, tu le sais, mais je vous le dis à tous, n'hésitez pas à revenir vers moi. Si vous avez des questions SharePoint, OneDrive ou autres, n'hésitez pas évidemment à venir vers moi, vous le savez. D'accord? Bon, je vous souhaite à tous une excellente journée et puis Merci. je vous dis à très bientôt.